Je vous rappelle que tous les médias nous bassinent, si on peut dire, avec le jour du dépassement. Donc on nous dit le jour du dépassement mondial cette année, 29 juillet, et à l'échelle de la France, c'est même le 5 mai. La France, si tout le monde consommait comme ce que nous consommons en France, on en serait à 2,9 planètes, donc pas une. Donc il y a un problème. Mais une fois qu'on a dit ça, personne n'en tire les conséquences. Alors la conséquence, c'est que si on consomme 2,9 planètes au lieu d'une planète, bah, c'est qu'il faut revenir à une planète. Et donc pour ça, la seule solution, c'est pas seulement une autre croissance, c'est pas la fameuse croissance verte, c'est pas l'arrêt de la croissance uniquement, mais c'est que il faut réfléchir comment on fait pour décroître. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs manières de poser la question. Bon, je ne reviens pas sur tout ce qui est réchauffement climatique, chute de biodiversité et ainsi de suite. Normalement, vous connaissez tous, maintenant c'est quand même très présent dans la sphère publique, donc c'est pas la peine de passer des heures sur ce sujet. Alors, quelles sont les causes de cette situation globale de catastrophe écologique? Je dis catastrophe parce qu'une crise, normalement, donc on peut la régler. C'est pas une crise qu'on a, c'est une catastrophe. Il faut aussi qu'on fasse très attention au vocabulaire. De la même manière, notre problème n'est pas de sauver la planète. La planète sans nous, elle va très bien vivre. Il y a des tas de planètes dans le système qui vivent. Il y en a une seule, par contre, où il y a de la vie, où il y a des êtres vivants, qu'ils soient humains, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux. Donc notre problème est bien de sauver la vie, si on peut dire, et de permettre qu'il y ait une planète où l'existence humaine continue. Alors, quelle cause? En fait, il y a un débat souvent. On nous dit, c'est l'humanité qui est responsable de ce qui se passe, ce sont les êtres humains. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Ça a été défini comme ça. Si on dit ça, la conclusion, c'est que chaque être humain doit faire des efforts et on va y arriver. Et puis, il y a une autre façon d'aborder ce sujet, c'est de dire, certes, il y a une cause humaine, mais la cause humaine, c'est aussi un système économique, et c'est le capitalisme. Et donc, on est dans le capitalocène, si on peut dire, c'est-à-dire, c'est avec l'apparition et le développement du capitalisme à partir du pétrole, en plus, parce que c'est ça qui, pétrole-charbon, c'est ça qui fait la croissance, exponentielle, pendant très longtemps, de l'économie, et les conséquences en termes de réchauffement climatique, pollution et ainsi de suite. Donc ce sont deux choses différentes, parce que si vous vous contentez de dire que c'est la faute des humains, c'est aux humains, donc chacun fait des gestes individuels, vous fermez l'électricité en sortant de la pièce, vous coupez le robinet, ce que toute famille populaire fait, parce que de toute façon sinon la facture à la fin du mois est énorme. Donc voilà, donc c'est très important parce que c'est un débat par rapport à ceux qui disent mais l'écologie, il ne devrait pas y avoir de camp politique. Tout le monde a intérêt, donc on est tous ensemble. Non, parce que ça ne frappe pas de la même manière tous les gens. D'abord parce que la moitié des gaz à effet de serre sont émis par 500 000 riches sur toute la planète, en gros, et 20% de la consommation de la population mondiale consomme 80% des richesses. Donc vous voyez que, parce qu'il y a aussi un débat sur la Terre, c'est parce que nous sommes trop d'habitants sur la Terre, et si on réduisait le nombre d'habitants, le problème serait réglé. Non, le problème ne serait pas réglé parce que il suffit que ceux qui restent soient des gros pollueurs et des gros profiteurs des ressources de la planète, et le problème reste entier. Donc on ne peut pas réduire les solutions aux gestes individuels et à la réduction de la population. Donc nous disons, oui, c'est le système capitaliste productiviste. Alors certains nous disent, oui mais les pays de l'Est ont fait pire. Non mais c'est vrai que les pays de l'Est ont fait désastreux. Et c'est pas que d'abord ils n'existent plus. Et la Chine, on ne peut pas vraiment dire que c'est pas un pays capitaliste, je veux dire, quand on voit comment fonctionne la Chine. Première chose. Peut-on encore empêcher le réchauffement climatique global? Alors, certains nous disent non, c'est foutu, et donc ça donne lieu à tout le débat autour de l'effondrement, de la collapsologie. Certains vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut être dans la survie individuelle. Vous avez peut-être vu le reportage sur Yves Cochet, c'est pas d'aujourd'hui. Et d'autres sont c'est foutu, mais il faut construire des résistances collectives, on peut... Mais quand on aborde ainsi, ça veut dire qu'on ne se bat plus contre le réchauffement. On se bat uniquement sur l'adaptation. Or, nous disons, c'est pas la même chose qu'il y a un réchauffement à 1,5 degré ou un réchauffement à 3 degrés. Les conséquences sont vraiment totalement différentes. Donc il faut continuer à se battre contre le réchauffement climatique, même s'il faut aussi maintenant commencer à proposer des solutions d'adaptation, parce que de toute façon, effectivement, même 1,5 degré, ça pose des problèmes et donc il faut s'adapter.
Est-ce que, finalement, comme on ne peut pas changer le système, il suffit de se battre localement? C'est un débat, par exemple, qui a lieu en ce moment à l'anti-G7, en Daille. Je pense que ce serait une erreur de dire, bon, simplement, on se bat localement, hein, sur les circuits courts, sur la baisse de la consommation locale et ainsi de suite. Et comme de toute façon, on n'y arrive pas au niveau des États, ben, on laisse tomber. Il faut continuer à articuler les deux. Alors, est-ce que la science peut tout régler? Il y en a qui vous disent ça. Oui, non, ils reconnaissent, ah oui, il y a un problème, mais c'est pas grave, la science va trouver des solutions, on les a toujours trouvées. Bon, à la limite, si on avait un siècle devant nous, peut-être. J'y crois pas, mais enfin, je veux dire, à la limite, disons que si on avait un siècle devant nous, mais on n'a pas un siècle devant nous. Hein, vous avez vu que les derniers rapports disent on a au maximum 10-12 ans et peut-être même moins maintenant. Donc maintenant, on est dans l'urgence absolue. Ah. Alors, peut-on encore promouvoir la croissance? Vous avez peut-être lu une tribune d'un camarade qui s'appelle Christophe Rameau, qui est aux économistes atterrés, hein, et qui explique chichi, mais simplement c'est le type de croissance. Ben non, hein, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit sur le jour du dépassement. Alors, le système capitaliste peut-il encore se sauver? Il s'adapte beaucoup, le système capitaliste. On peut aller, bon, hein, dans des schémas de science-fiction. Vous avez des îlots de riches qui se protègent, et puis, à l'extérieur, les pauvres qui survivent. Alors, ça fait dire une baisse énorme de population parce que vous avez le chaos et donc bon, et des îlots riches qui, eux, se gardent pour eux le peu d'énergie qui reste et ainsi de suite. C'est effectivement une possibilité. Donc, par rapport à tout ça, quelles sont les réponses? Alors, il y en a qui nous disent le marché règle tout. On nous a toujours dit, le marché alloue les ressources au mieux, et donc ça règle les inégalités aussi, c'est bien connu. Hein, on va faire une fiscalité verte qui va tout régler, on a vu ce que ça donne avec le marché carbone et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc ça, bon, nous on dit non. Et aujourd'hui, un des problèmes, c'est effectivement la mondialisation qui fait qu'en plus le système est encore plus fragile, hein, puisqu'il y a une interconnexion totale. L'autre réponse, c'est la social-démocratie, qui se verdit, peut-être que vous avez vu les dernières déclaration d'Olivier Faure. Donc on va faire une mondialisation plus juste et équilibrée, et on va mieux répartir les résultats de la croissance, qui bien sûr est une croissance verte. Bon, mais ils remettent peu en cause justement tout le système mondialisé, tout le système capitaliste, donc nous disons non, c'est pas la solution. Non. Ensuite, au niveau de l'écologie politique, il y a beaucoup de débats. Bon, il y a un courant de droite dans l'écologie politique, un courant libéral qui est sur la croissance verte, libérale, et ainsi de suite. Voilà, je ne développe pas. Il y a un courant donc, qui est beaucoup sur la responsabilité des consommateurs, hein, c'est-à-dire que c'est les consommateurs qui, par leur action, vont obliger les producteurs à changer. Bon, je ne sais pas, peut-être pareil, si on avait un siècle devant nous, je ne sais pas si ça marcherait, j'y crois moyen, mais bon. Mais en tous les cas, ça ne remet pas en cause le système de production, le système d'échange. Hein. Et ça ne remet pas en cause, ça se situe uniquement au niveau consommation responsable, si on peut dire. Ça ne pose pas la question sociale. Hein. Or, pour nous, il ne peut pas y avoir d'écologie s'il n'y a pas en même temps le lien avec la question sociale. Bon, donc, à partir de ça, ce sont effectivement les propositions qui ont été portées au moment de la présidentielle, c'est-à-dire la règle verte au sens où on ne peut pas prendre à la planète plus que ce qu'elle peut renouveler pour ce qui est des ressources renouvelables. On ne peut pas créer plus de déchets aussi que ce que la planète peut absorber. Et pour ce qui est des ressources non renouvelables, il faut en consommer le moins possible et avoir une conception des produits dès le départ qui soit une éco-conception, comme on dit, c'est-à-dire des produits qui soient à longue vie, qui soient réparables et qui soient recyclables et qui utilisent le moins possible de matière dont la planète regorge peu. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément pour cela, c'est le protectionnisme solidaire. Donc c'est une rupture justement avec la mondialisation, que ce soit mondialisation ou de l'altermondialisme. C'est une rupture avec cette notion parce que tout simplement, il faut revenir à des circuits courts. Et pour revenir à des circuits courts, ça passe par le protectionnisme solidaire. Avec une différence, parce que par exemple maintenant le RN parle beaucoup de circuits courts et de relocalisation, c'est que nous, c'est valable pour tous les pays. C'est-à-dire l'objectif, c'est pas de protéger la France et d'inonder notamment les pays d'Afrique avec nos produits. C'est nous devons avoir une politique de coopération internationale qui permette à tous les pays d'avoir ce type de développement. Et ça, en France, aujourd'hui, et même dans tous les pays, mais en France, donc concrètement, comment mettre cela en place
Nous proposons donc la planification écologique. Alors, beaucoup hurlent quand on parle de planification, mais sauf que le capitalisme, il planifie l'économie de manière à sortir le plus de profit pour lui, quoi. Bon, donc pourquoi la planification de manière générale, mais en plus, en cas d'urgence, c'est la seule solution. Si on ne planifie pas comment on bascule du système actuel à un système supportable pour la planète, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc voilà un peu le champ du débat. Donc, en gros, si on ne veut pas subir la décroissance, parce que le système est plus soutenable, donc il y aura forcément une décroissance, mais est-ce que ce sera une décroissance au profit de riches, de groupes de riches, qui eux arriveront à s'en sortir, et un chaos autour, ou est-ce qu'on planifie, est-ce qu'on organise cette décroissance, et nous, moi je dirais que en gros, c'est la nouvelle lutte de classe, quoi. Hein, la nouvelle lutte de classe, c'est, est-ce que on laisse les riches organiser ce passage à une nouvelle ère où eux s'en sortent et ils se moquent des autres, ou est-ce qu'on organise donc ce basculement, je ne dis pas une transition, c'est vraiment une bascule très rapide pour éviter justement une guerre de classe, pour éviter de l'injustice, pour éviter des guerres, parce que tout ça passe forcément par des conflits armés, par des guerres. On en voit les prémices déjà sur les conflits d'accès à l'eau et d'accès à la terre dans un certain nombre de pays, avec les conflits par exemple entre éleveurs et cultivateurs sur les terres. Donc vous voyez que si on veut aller, et c'est possible, vers une société qui soit une société de sobriété heureuse, qui soit une société juste, la seule solution c'est donc d'organiser cette décroissance de manière planifiée et démocratique et sociale. Alors, donc pour Déval de ça, donc Vincent Liéget, donc Vincent est ingénieur en plus, donc c'est pas uniquement, c'est intéressant, parce qu'on peut avoir ce débat de manière philosophique, ou on peut avoir ce débat de manière quand même aussi beaucoup plus concrète, ce qui nous intéresse aussi à avoir. Donc il faut qu'on manie les deux dans ce débat. Donc Vincent est ingénieur, c'est un des porteurs de l'idée de croissance très connu dans le monde de la décroissance. Il fait beaucoup de conférences sur le sujet, et donc voilà, on lui a demandé s'il acceptait de venir discuter ce débat. Et bon, on s'y retrouve sur pas mal d'idées autour de la décroissance, et en plus il pourra nous parler parce qu'il a mis en place des exemples très concrets, alors pas en France, mais dans un autre pays. Il va nous expliquer tout ça, donc ça c'est un point. Et puis, comme un des nœuds de cette bascule, c'est autour de l'énergie, j'ai demandé à Julien Micro, Julien qui est militant de la France Insoumise, du livret planification, mais qui est aussi chercheur sur les questions d'énergie, et notamment sur les questions d'hydrogène renouvelable. Donc, de nous faire un petit point pour nous expliquer un peu les enjeux sur les énergies renouvelables dans ce basculement de modèle. Voilà. Merci Martine. Bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de débats, et je vais essayer de réagir et de rebondir un peu sur toutes les questions que tu as posées et tous les sujets que tu as abordés, en faisant une introduction de qu'est-ce qu'on entend par la décroissance et qu'est-ce qu'on propose par rapport à tous ces défis. Alors la première des choses par laquelle j'ai envie de commencer, c'est que la première des décroissances doit être celle des inégalités. Et la croissance, c'est une raison pour laquelle la technocratie, l'oligarchie étant attachée, la croissance, ça a été cet outil qui a permis de repousser à demain la question du partage. Parce qu'on avait de la croissance, on acceptait la montée des inégalités. On acceptait qu'on partageait de moins en moins parce qu'il restait toujours des miettes de plus, qu'on pouvait toujours partager. Il y avait surtout cet espoir inconscient que, parce qu'il y a de la croissance, demain, moi aussi, je serai riche, donc c'est une question de patience, ainsi de suite. Mais on arrive à la fin de cette période. Donc il faut se reposer cette question du partage. Et si on ne se la pose pas de manière démocratique, ça risque d'être violent, comme on a pu le voir dans un premier temps, rapidement, avec la question des gilets jaunes, qui était à mon avis un prémisse de ce qui risque d'arriver si on ne pose pas les bonnes questions. Alors la décroissance, elle est née de la rencontre de deux mouvements. Le premier, et je tiens à insister énormément là-dessus, parce que je crois que c'est un trop grand oublié des débats, c'est la critique de la publicité, qui est un outil de colonisation de nos imaginaires, qui est un outil de manipulation. Alors on n'arrête pas de nous seriner sur les fake news, mais les fake news sont totalement légitimées depuis plusieurs décennies. Ça s'appelle la publicité, où au quotidien on est abreuvé de manipulation. Et quand je parle de manipulation, c'est quelque chose que... donc je suis ingénieur, on le disait, on parle sérieusement, mais c'est fait par des ingénieurs, c'est fait par des experts de psychologie sociale, de sciences cognitives, qui analysent nos réactions, notamment celles des enfants, pour optimiser des messages
pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, pour capter notre imaginaire, pour capter notre bonheur, pour capter notre bien-être, pour capter le sens que l'on souhaite donner à nos vies. Donc la décroissance, au départ, c'est des casseurs de pub, c'est des désobéissants qui font des actions de désobéissance civile contre la publicité et qui alertent contre ses méfaits, qui alertent contre comment ce temps de cerveau disponible est systématiquement capté par le capitalisme. Et ils rencontrent des gens qui sont critiques du développement, des gens qui ont voyagé dans le Sud, des gens qui ont rencontré d'autres cultures, d'autres histoires, qui ont fait aussi tout un voyage à travers l'histoire des civilisations, à travers l'histoire, à travers un travail anthropologique, la place de l'économie, des marchés, des techniques, des cultures dans nos sociétés et ainsi de suite, et qui se rendent compte que le développement est un outil post-colonialiste, impérialiste, qui a pour objectif d'imposer notre modèle de société, qui est le capitalocène et non pas l'anthropocène. La plupart des civilisations dans ce monde ne sont pas responsables du changement climatique, il faut bien nommer les choses, c'est la société occidentale, thermo-industrielle, capitaliste, productiviste, consumériste, technoscientiste, économiciste, etc., qui est responsable de ça. Et sous couvert de développement, sous couvert de bonnes intentions, on s'est mis en place dans une logique impérialiste culturelle, soi-disant pour aller développer d'autres pays, mais en fait c'était pour aller piller des ressources. Parce que comme le disait Martine, si on a une empreinte écologique de 3 planètes aujourd'hui en France, voire de 7 planètes en Amérique du Nord, c'est qu'on va bien chercher des planètes quelque part. Et ça s'appelle l'exploitation des pays du Sud, ça s'appelle l'extractivisme, ça s'appelle le développement. Et ils se disent... on voit apparaître dans les débats le développement durable, donc c'est l'époque au début des années 2000 où c'était un sujet qui commençait à arriver, on commençait à être documenté sur le changement climatique, etc. Et nos amis qui venaient du monde de la pub, qui étaient critiques par la publicité, ils sentent aussitôt comment le système va se réapproprier ces débats, comment ils vont les vider de leur sens. Ce qui fait que 20 ans après, on achète plus ou moins les mêmes produits dans les supermarchés, seulement les emballages ont changé. Les labels ont changé, les slogans ont changé. Aujourd'hui, tout est local, comme chez maman, comme chez grand-mère, bio, écolo, soutenable, tout ce qu'on veut. Le SUV, on le vend écolo, on le voit, c'est une famille dans un paysage magnifique, ils sont heureux, ils se baladent, etc. Alors que la réalité du SUV, c'est dans les embouteillages, seul dans sa voiture. Et donc, ils se disent, on a besoin d'un outil sémantique pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour s'attaquer à la religion de la croissance. Donc ils utilisent le terme décroissance. Alors la décroissance, c'est pas la logique de décroître pour décroître, c'est plutôt, je dirais, de décroître. Parce que décroître pour décroître, ce serait aussi stupide que croître pour croître, mais c'est plutôt comment passer d'une pensée quantitative à une pensée qualitative, se réapproprier du sens à nos vies, se réapproprier le sens de nos activités, se reposer la question de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, et non pas dans une logique uniquement de profit, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors il y a 2 grands constats dans la décroissance, et il faut systématiquement faire le lien entre les deux. Il y a à la fois les limites physiques à la croissance. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre ce qu'est une fonction exponentielle, celle de la croissance, et qu'elle n'est pas possible sur une planète finie qu'est la Terre. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible, c'est totalement aberrant. À un moment donné, on atteint des limites. On ne peut pas toujours croître, aller plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus délirant, etc. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je pense que Julien va plus aborder ces dimensions de limites physiques, dimensions énergétiques, mais c'est au départ un article universitaire de Nicolas Georgescu-Roegen sur les processus économiques et la seconde loi de la thermodynamique et la loi de l'entropie. Donc à chaque fois qu'il y a un processus économique, on détruit des capacités de vie sur la planète. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des modèles économiques qui, avec parcimonie, utilisent les ressources auxquelles on a accès et les utilisent intelligemment pour répondre aux besoins fondamentaux et non pas dans une logique de gaspillage. Parce que, comme il disait, à chaque fois qu'on fabrique une voiture, c'est autant de vies à venir qui sont détruites. C'est la vie de nos arrière petits-enfants qui est remise en question quand on produit des choses fondamentalement inutiles, comme on en consomme tous les jours. Et on fait le lien avec les limites culturelles à la croissance. Parce que, malgré notre empreinte écologique de 3, 4, 5, 6 planètes, on est très loin d'être heureux à la hauteur de notre niveau de gaspillage. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. On assiste depuis plusieurs années à une courbe de ciseaux entre une croissance économique qui n'arrête pas d'augmenter et puis un niveau de bien-être subjectif dans notre société qui a commencé à stagner, voire qui commence à baisser dans beaucoup de sociétés ou pour certaines parties de notre population. Et on commence à voir la même chose aussi avec un des arguments centraux de ceux qui prônent la croissance autour de l'espérance de vie,
qui commence à piquer dans la plupart des sociétés occidentales et qui a commencé à baisser depuis plusieurs années auprès des populations les plus pauvres. Ça a commencé avec les Afro-États-Uniens, par exemple. Donc c'est la question de, mais comment ça se fait qu'on gaspille autant et qu'on est aussi malheureux? Comment ça se fait qu'il y a autant de violence? Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation d'incapacité de dialoguer avec des gens qui souffrent comme les Gilets jaunes, et la seule réponse, c'est les violences policières. C'est une arrogance institutionnelle, c'est la montée des inégalités, c'est la perte de sens au travail, c'est la marchandisation de nos vies, etc. Et la décroissance s'appuie sur tout un nombre assez important de penseurs, de pensées, d'écoles de pensée, invite aussi à faire un voyage dans d'autres civilisations, parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre de l'histoire, on a beaucoup à apprendre en allant rencontrer d'autres cultures. Tout le monde n'est pas dans une logique de vouloir désirer toujours plus, pour consommer plus, pour détruire la planète, pour exploiter son prochain, et ainsi de suite. On se rend compte que l'être humain est beaucoup plus complexe que cette imposture intellectuelle néolibérale, comme quoi on s'est uniquement intéressé par le profit, et ainsi de suite. Et pour prendre juste un exemple, parce que je vais être rapide, un des précurseurs de la décroissance qui nous intéresse beaucoup, c'est Ivan Illich. Alors, je parlais de la voiture. Ivan Illich a développé cette théorie autour des seuils de contre-productivité. Donc quand on crée un nouvel outil, une nouvelle technique, une nouvelle technologie, une nouvelle institution qui peut être économique, politique, démocratique, etc., et qu'on se met à la développer, à la faire croître, très vite on arrive à un seuil de contre-productivité. Là où elle a été créée pour répondre à certains besoins fondamentaux, elle devient contre-productive par rapport à ces enjeux. Et l'exemple de la voiture est assez marquant. Dans les années 70, il a fait une étude sur la vitesse moyenne de l'automobile, si on prend aussi en compte le temps qu'on doit passer à travailler pour payer sa voiture et l'infrastructure qui va avec. Et il trouvait une vitesse moyenne de 5 km/h. Et aujourd'hui, je vous invite à faire le même type de raisonnement avec l'ensemble des technologies et des techniques dont on est dépendant, notamment les téléphones portables, etc., et de se rendre compte à quel point, là où ça devait répondre à des besoins de se rencontrer, de communiquer, de vivre bien, des besoins fondamentaux, etc., très vite, il s'avère contre-productif. On n'a jamais été autant suréquipé d'outils de communication, et on n'a jamais été aussi mauvais pour communiquer les uns avec les autres. Et Ivan Illich nous invite à remettre à sa place la technique, les outils, les infrastructures, les institutions, etc., pour toujours poser la question comment est-ce qu'elles ont du sens et quels sont les objectifs qu'il y a derrière lorsqu'on les utilise, lorsqu'on souhaite les utiliser. Je pourrais citer des dizaines d'autres penseurs comme Ivan Illich. Je pense par exemple à Karl Polanyi, qui est d'origine hongroise et qui nous invite à repenser la place des marchés dans nos sociétés à travers un voyage dans l'histoire des civilisations, et qui nous explique que l'exception, c'est notre société occidentale qui a mis le marché au cœur de tout, à tel point qu'aujourd'hui on vit dans la religion de l'économie. Pour citer Mark Twain, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous, et aujourd'hui le marteau qu'on a dans la tête, c'est l'économie, à tel point que lorsqu'on parle de changement climatique, les technocrates, ils ne comprennent que le coût que ça va coûter. Alors que l'enjeu, c'est de savoir est-ce que leurs enfants vont survivre sur cette planète ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de centaines de milliards de dollars ça va coûter quand tout va s'effondrer, et ainsi de suite. Donc la décroissance, elle fait lien sur tout ça, elle nous invite à reposer la question du sens. La question du sens de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, à poser la question de comment construire des transitions, et j'insiste bien sur le pluriel, des transitions démocratiques et sereines, vers de nouveaux modèles de société qu'on peut appeler décroissants, mais qui seraient relocalisés et ouverts, et j'insiste énormément sur l'ouverture. L'enjeu n'est pas de se renfermer sur soi-même contre le méchant chinois, contre le méchant migrant ou quoi que ce soit, c'est relocaliser parce que ça a du sens, c'est relocaliser pour se reconnecter avec la nature, avec nos productions, avec nos économies, avec notre système démocratique, avec les autres, mais ouvert. Il faut fermer les frontières pour les marchandises, mais il faut les ouvrir pour les personnes. Parce que je crois que la rencontre est riche de joie de vivre, est riche d'intelligence collective, est riche de démocratie, de contre-pouvoir, de dialogue, de discussion, etc. Donc une logique de relocalisation ouverte, et une logique aussi de soutenabilité, bien sûr, mais de désirabilité, de joie de vivre, d'autonomie. Autonomie au sens de castoriadiste, c'est-à-dire de démocratie directe, des citoyennes, des citoyens autonomes, capables, émancipés, capables de s'auto-instituer des règles, des limites qui ont du sens d'un point de vue environnemental et humain. Relocaliser aussi, c'est un peu l'exemple de ce qu'on peut voir de manière assez caricaturale aujourd'hui en Suède. L'année dernière, on avait organisé la 5e conférence internationale de la décroissance en Suède, et la Suède est souvent présentée comme étant le modèle de la transition énergétique qui a réussi. Donc ils ont mis en place plein d'énergies renouvelables qui sont très consommatrices de métaux, notamment de métaux rares. Et pour répondre à cette demande, ils ont été obligés de réouvrir ou d'ouvrir de nouvelles mines.
Et d'un seul coup, les gens se sont réalisés même que les énergies renouvelables n'étaient pas si propres que ça, n'étaient peut-être pas si renouvelables que ça. Et il y a ce conflit aujourd'hui qui amène vers le débat vers la décroissance, où l'enjeu n'est pas de substituer les énergies, mais c'est d'aller vers la seule énergie qui est vraiment soutenable et renouvelable, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc d'avoir des modes de vie qui ne sont pas énergivores et dépendants de toujours plus d'énergie et ainsi de suite. Donc à travers toutes ces réflexions, l'enjeu c'est vraiment un changement de paradigme. On parle de décoloniser nos imaginaires. Donc ça a à la fois une dimension scientifique, physique très forte, Julien reviendra plus dessus tout à l'heure, mais c'est avant tout une question philosophique, de se rappeler qu'est-ce qu'une bonne vie, qu'est-ce qu'une vie qui a du sens. Nous sommes mortels, nous sommes amenés à naître et à mourir, et la question c'est de savoir, le temps qu'on passe sur cette planète, comment on a envie de le passer de manière intelligente. Est-ce que c'est à travers un bullshit job, à remplir des fichiers Excel que personne ne remplit, parce qu'on est obligé d'avoir un boulot pour payer sa bagnole, pour aller bosser et ainsi de suite, ou c'est au contraire d'avoir des vies avec des activités choisies, partagées, peut-être plusieurs temps différents dans la même journée, avec des activités plus pratiques, plus manuelles, des activités plus intellectuelles, démocratiques, politiques, de créativité, des temps de joie de vivre, etc. Et la décroissance, elle nous invite à repenser une vie belle, dans une société où je crois tout devient toujours plus stressant, mortifère, matérialiste, etc., etc. Alors j'en arrive au dernier point de ma présentation, en espérant que je ne suis pas trop long, j'espère que je tiens le timing. Qu'est-ce que pourrait être un projet de décroissance? C'est-à-dire que comment on sort de ce modèle de société toxico-dépendant à la croissance, de cette oligarchie financière qui domine, qui possède les médias dominants, la publicité, qui colonise les imaginaires, qui capte les sujets dont on a envie de parler, dont on a envie de discuter, etc., qui est aussi extrêmement violente, parce qu'on est obligé d'accepter très souvent des boulots à la con, des boulots toujours plus durs. La souffrance au travail devient un véritable problème de société effroyable. En acceptant ces boulots à la con, on souffre, on est aussi dans une situation de précarité, on se retrouve avec des emprunts de plus en plus, il va falloir emprunter pour étudier. La France est un des derniers pays protégés au monde de ce point de vue-là. Donc on commence sa vie, on emprunte pour étudier, et on est condamné à accepter un boulot à la con toute sa vie pour une multinationale pour pouvoir rembourser son emprunt. Donc comment on sort de toutes ces aliénations économiques, capitalistes, et puis aussi culturelles, à travers le consumérisme, le productivisme, le matérialisme qui nous manipule à travers la publicité. Alors nous, on voit 4 niveaux d'action qui sont tous aussi importants les uns que les autres, complémentaires. Il faut les articuler systématiquement les uns avec les autres. Il y a le niveau individuel. Alors là, je ne parle surtout pas de survivalisme. Je suis très critique avec mes amis qui parlent d'effondrement et de survivalisme. Le survivalisme ne peut amener que à la guerre civile, avec ceux qui ont compris, qui vont se protéger, qui vont acheter des armes et trouver les bonnes solutions pour eux-mêmes, et les autres qui vont gueuler la gueule ouverte, pour reprendre l'expression, le titre d'une revue d'écologie politique des années 70, et qui vont se battre avec eux pour les dernières ressources qui restent. L'individualiste est une étape ultime de ce modèle de société individualiste. Il faut rompre, il faut recréer du commun, il faut recréer du lien, il faut recréer des coopérations, des solidarités, du partage et ainsi de suite. Donc individuel à travers la simplicité volontaire, ou à travers l'abondance frugale, parce que je crois qu'il n'y a d'abondance que frugale. On est capable d'être heureux dans la vie que si on est capable de se limiter. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de joie de vivre, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas hédoniste, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un excès de rencontres, d'amitié, d'amour, de joie de vivre, de jeux, de fêtes, etc., ou de culture. De réduire son temps de travail, donc passer à des temps partiels, en gagnant moins d'argent, en consommant moins, mais mieux, en se reconnectant, et puis aussi en étant beaucoup plus autonome, en faisant des choses soi-même. Mais ça, malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde, parce que la société est organisée d'une telle manière où on aliène une grande partie de nos populations au travail. Déjà, quand on a fait un emprunt, on est condamné à bosser toute sa vie. Donc, c'est peut-être pas la solution idéale pour tout le monde, mais pour celles et ceux qui peuvent le faire, j'invite à le faire. Travailler moins pour vivre mieux. La deuxième, c'est vendre, balancer sa voiture, qui coûte énormément d'argent, et puis passer au vélo cargo, c'est ce qu'on fait nous à Budapest, on fabrique des vélos cargo, c'est des vélos, on peut tout transporter, notamment ses enfants, et les enfants adorent, et ça crée un autre lien avec les gens dans la ville, etc. Mais là c'est pareil, on a créé une forme d'urbanisme et des modes de vie où malheureusement tout le monde ne peut pas le faire. Donc tout ce que je dis là n'est pas une posture moraliste, mais c'est une posture d'invitation quand c'est possible. Et j'expliquerai après d'autres points qui permettent à d'autres personnes d'y avoir accès, sachant que tout le monde ne peut pas le faire. C'est aussi repenser sa consommation à tout niveau. Essayer de se désintoxiquer de tous les gadgets, de toutes les saloperies que l'on achète. Et là aussi, c'est très difficile, parce qu'on est conditionné à consommer toujours plus. Enfin, il y a vraiment des outils de manipulation qui sont des armes de destruction massive qui sont là pour capter nos imaginaires et nous pousser à faire ça. Donc à chaque fois que je fais un achat, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça a vraiment du sens? Ça va vraiment me rendre heureux? Et ça passe aussi derrière par des partages, la mise en commun, etc., etc. Repenser son alimentation.
consommer moins de viande. Alors des fois ça peut tiquer, etc. Mais la viande est aujourd'hui ce qui est peut-être l'un des aspects les plus déterminants en termes d'empreinte écologique pour les Français. Donc consommer moins de viande. Par contre, consommer de la bonne viande. Locale, on connaît le producteur local et on le défend économiquement pour que les animaux vivent dans de bonnes conditions et ainsi de suite. Donc moins de viande, mais bien. Essayer d'aller vers des producteurs locaux. Là, il y a le scandale des supermarchés qui ont récupéré le bio et qui surfacturent le bio. Donc on voit là les impostures. Donc plutôt, et même si des fois on va payer un peu plus cher, aller dans des coopératives, aller dans des petits magasins de quartier, parce que ça défend aussi les emplois locaux. Et là, ça participe à travers ces choix individuels à renforcer les économies locales. Donc simplicité volontaire, frugalité heureuse, sobriété heureuse, abondance frugale, vous appelez ça comme vous voulez, mais se limiter pour être plus heureux et se réapproprier du temps pour faire des choses qui ont du sens. Le deuxième niveau, c'est collectif. C'est par exemple ce que j'ai la chance de faire à Budapest, autour d'un collectif qui s'appelle Cargonomia. On fait le lien entre une ferme bio, une boulangerie bio, un atelier, on fabrique des vélos et des solutions low-tech, des remorques, etc. pour le transport en milieu urbain, un centre logistique avec une coopérative sociale de coursiers où on distribue de la bouffe bio localement et ainsi de suite. Et autour de ça, énormément de projets. Des projets d'éducation populaire, des projets d'insertion, des projets de solidarité, des projets de recherche et ainsi de suite. Alors tout le monde ne peut pas le faire. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié, comme souvent les gens qui sont dans ces initiatives-là. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, de pouvoir m'arrêter, de pouvoir réfléchir, de rencontrer des gens et d'avoir de l'argent de côté pour me lancer dans ce type de projet. Donc soutenez les gens qui sont là-dedans parce que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un support qui peut servir d'expérimentation et de levier pour construire des sociétés de demain. Et on a pu voir par exemple quand il y a eu cet effroyable massacre de la Grèce avec les plans d'austérité, comment ces initiatives citoyennes ont servi de pilier pour que d'autres populations qui se retrouvaient dans des situations économiques effroyables, pour se nourrir, se soigner, etc., se sont appuyées dessus pour les étendre et créer d'autres formes de solidarité, à travers notamment l'économie de réciprocité. Donc c'est extrêmement important de soutenir les initiatives locales, et il y a des dynamiques extrêmement intéressantes autour de ça. Le troisième niveau, la résistance. Alors, je parlais tout à l'heure de la résistance à l'agression publicitaire, mais c'est tout, et là, je pense que vous êtes tous très actifs autour de ça, c'est aller à l'Alter G7, c'est se battre, il y a eu ce combat contre Notre-Dame-des-Landes, se battre contre tous ces grands projets inutiles imposés, se battre contre l'évasion fiscale, se battre pour que les multinationales payent des impôts, se battre pour la justice sociale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut résister. Et résister dans les institutions, à l'extérieur des institutions. Moi, je vois à travers les élections, à travers un parti politique, un outil aussi de résistance, de créer des contre-pouvoirs, pour contraindre les pouvoirs et ainsi de suite. Et le dernier point, et je conclurai là-dessus, c'est le projet. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Je dirais qu'on a les mêmes débats à peu près qu'à la France Insoumise. Je crois qu'il y a beaucoup de convergences. Moi, je me retrouve dans énormément de choses qu'il y a dans la planification écologique, avec une critique par rapport aux termes, mais chacun son jargon, et c'est bien qu'il y ait des jargons différents, parce que déjà, le même jargon ne séduit pas de la même manière tout le monde. Et puis aussi des réflexions autour des gratuités. Moi, je crois énormément, et les Gilets jaunes nous l'enseignent, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la première des décroissances doit être celle des inégalités. Il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. La transition écologique doit être menée par les populations à qui on offre une situation de sérénité, du respect, du temps pour qu'elles accompagnent ces changements. Et pour avoir passé beaucoup de temps à dialoguer avec des gilets jaunes, c'est pas des fous furieux qui veulent conduire toujours plus pour aller faire des bullshit jobs. C'est des gens qui ont beaucoup mieux compris les enjeux climatiques qu'un Emmanuel Macron ou sa clique de technocrates. Mais juste, ils veulent être respectés. Et ils veulent pouvoir se réapproprier le fait d'être autonomes et acteurs dans cette transformation. Et les gratuités peuvent être un outil formidable par rapport à ça. Ça permet de se réapproprier le commun, de se réapproprier ce qui est fondamental pour avoir une vie décente et de faire sortir des logiques de marchandisation, de capitalisme, de profit et ainsi de suite, et d'offrir ce dont je crois qu'on n'a jamais créé une société où il y avait aussi autant d'insécurité. Toutes les traditions, toutes les sociétés, toutes les civilisations avaient créé des logiques pour qu'on soit toujours serein, pour que les enfants soient sereins. Aujourd'hui, on a créé une société d'opulence, de gâchis, où on est en permanence stressé, on a peur de perdre son emploi, on a peur de se retrouver à la rue, on a peur de tout. Donc les gratuités peuvent être un outil pour mettre ça en place. Donc gratuité de l'eau à un niveau que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant. Mais sans le laisser dans les mains d'un Veolia, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'enjeu aussi
de créer des dynamiques citoyennes, des délibérations citoyennes sur quelle gouvernance de ces communs. Comment on s'auto-organise pour répondre aux besoins fondamentaux de manière gratuite. La même chose avec la nourriture, la même chose avec l'immobilier qui devient infernal. Quand je vois des villes comme Paris, je ne sais pas quelle est la situation par exemple à Toulouse, mais c'est un scandale. C'est des gens qui travaillent, un jeune couple qui travaille ne peut pas se trouver un logement. Alors on arrive dans une société d'opulence, quelque chose de base n'est plus possible. Donc l'immobilier, les services funéraires, c'est un truc qui me dérange le plus dans ce monde capitaliste, et dans des périodes aussi difficiles que lorsqu'on perd un proche, on se retrouve face au capitalisme à payer très cher. Il faudrait créer des coopératives autogérées de services funéraires gratuits, avec des accompagnements des personnes, en proposant des services qui ont du sens, et ainsi de suite. La même chose avec les transports de proximité, et je pourrais continuer comme ça la liste. Et donc gratuité, quasi-gratuité du bon usage, mais surtout renchérissement du mésusage. Moi je dis toujours, les riches, s'ils veulent continuer à utiliser leur 4x4, pas de problème. Par contre, ils payent le vrai prix. Mais le vrai prix pour utiliser son 4x4 en ville, c'est aller en Irak, faire la guerre, ramener son baril de pétrole, le raffiner, pour ensuite pouvoir l'utiliser, etc. Donc c'est responsabiliser les gens. On paye le vrai prix, humain, environnemental, etc. Et en parallèle de cette logique de gratuité, donc nous on parle aussi, on le fait le lien avec des monnaies locales, avec les débats autour du revenu de base inconditionnel, en étant très prudent de ne pas tomber dans le piège d'un revenu de base néolibéral. Donc il faut vraiment faire la distinction. Je dirais que le débat pour ou contre le revenu de base n'est pas un bon débat, c'est un revenu de base pourquoi faire, et ça peut être un levier intéressant dans un cadre donné, accompagné d'autres réformes, et je dirais surtout à condition qu'il soit accompagné d'un revenu maximum acceptable. Je crois que, et c'était d'ailleurs une des revendications qui était sortie des Gilets jaunes, et j'en étais très très content. Ça devrait être aujourd'hui au cœur des débats. Revenu maximum acceptable. Quand on parle des limites, d'abord les limites pour les plus riches. D'ailleurs, les plus riches, il y a plein d'études convergence aujourd'hui qui montrent qu'ils sont loin d'être les plus heureux. Donc libérons-les de leur mal-être. Et puis d'autres choses que j'ai évoquées, donc la lutte contre l'évasion fiscale est quelque chose qui est lié à ça et qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise économique qui risque d'être encore plus violente que celle de 2008, et je crois qu'il va vraiment falloir être prêt avec un projet alternatif pour, pas comme en 2008, que ce soit à nouveau les plus démunis, les plus pauvres qui payent cette crise. Il va falloir faire payer les vrais responsables par rapport à cette crise, et c'est très simple, renationalisation des banques et reprise en main démocratique, politique, de la financiarisation de l'économie, de nos systèmes économiques, etc., qui peut passer par la mise en place de monnaie locale à travers la relocalisation. Et puis aussi tout un débat, c'est quelque chose dont on a un peu perdu de vue, tout un débat sur cette imposture qui est le remboursement des dettes publiques, donc la mise en place d'audits sur les dettes publiques et le refus de rembourser les parts illégitimes, illégales de spéculation sur ces dettes publiques, parce qu'on se fait, une oligarchie financière se fait du beurre sur nos sociétés et ainsi de suite. Donc voilà quelques lignes autour d'un projet de décroissance. Je vais conclure en espérant vraiment d'avoir été trop long. Donc on a ce slogan aussi, c'est que l'enjeu il est entre récession subie ou effondrement, ou d'un côté, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la récession on commence à la vivre, avec une montée de la précarité, une explosion des inégalités, etc. L'effondrement, on commence à le vivre, je crois que l'été qu'on vient de vivre, après celui de l'été dernier, et ainsi de suite, alerte de plus en plus de personnes. Les gens sont très inquiets, les gens commencent à comprendre que les questions de changement climatique, c'est pas uniquement des scientifiques qui montrent des courbes dans des universités, c'est quelque chose de réel, qui a un impact sur notre quotidien, qui a un impact sur ce que l'on mange, sur comment on vit, sur notre confort, sur notre vivre ensemble, et ainsi de suite. Donc l'effondrement, il a commencé. Il est là, l'effondrement, ce ne sera pas le grand soir, ce ne sera pas demain Mad Max, ça va être différentes étapes, différentes catastrophes, avec des retours en arrière, etc., etc. Donc si on ne fait rien, ou si, ou plutôt, on continue dans la même logique de M. Macron et compagnie de croissance verte, de la science et les techniques vont nous sauver, les multinationales vont nous sauver, etc., les barbaries risquent de s'accélérer, de s'accentuer, d'être toujours plus violentes, et ainsi de suite. Donc le choix, c'est la décroissance choisie. Donc c'est comment on s'auto-organise collectivement avec les quelques pistes que j'ai évoquées, j'en ai d'autres, j'ai dû faire court, je m'en excuse, comment on s'auto-organise pour sortir de nos toxicodépendances à la croissance, pour sortir de ce modèle économique, nommons-le le capitalisme, pour se réapproprier les communs, une autre gouvernance sur les communs, pour partager, pour repenser qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, et surtout pour se réapproprier du temps,
pour dialoguer. Je crois que ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans notre société, c'est du temps. Et c'est ce qui ressortait aussi des Gilets jaunes, moi, que je rencontrais. Ils ont retrouvé deux choses qui ont été détruites dans cette société. La première, c'était la fraternité. Je crois que c'est vraiment un des maîtres mots. C'est des gens qu'on avait amenés à avoir des modes de vie dans leur voiture, dans des boulots précaires, et puis derrière à regarder la télé avec tout un discours de peur où ils pensaient qu'ils étaient les seuls à souffrir et qu'autour la société était dangereuse. Ils se sont d'un seul coup rencontrés, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls, et ils ont commencé à fraterniser autour de ça. Et sur la fraternité, on peut construire l'égalité, donc le partage et ainsi de suite. Et à partir de l'égalité, on peut avoir des espaces de liberté. Et je crois qu'en France, on s'est planté quand on a parlé de liberté, égalité, fraternité. On aurait dû parler de fraternité, égalité, liberté. Et la décroissance nous invite à repenser la société de cette manière-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui sont déjà en cours. Il y a énormément de débats qui se passent. Il y a toute une jeunesse qui est en train de se lever, qui refuse d'aller bosser dans ces multinationales, qui refuse les enseignements qu'on leur impose dans ces grandes écoles, dans les universités, dans les écoles qui n'ont pas de sens. Je crois que la société culturellement est prête à changer. Donc à nous de porter ce changement. Je vous remercie. Je crois que les Insoumis sont reconnus dans beaucoup des débats que tu as posés, puisque par exemple, on avait porté effectivement le revenu maximum dans notre programme, dans les élections précédentes, sur mes usages, bon usage. Bon, c'est aussi un débat qui a été beaucoup porté par Paul Ariès, et avec qui on avait beaucoup travaillé. Donc, voilà. Donc ça va ouvrir un très beau débat. Avant de vous donner la parole, donc je donne la parole à Julien Richaud, donc, pour qu'il nous fasse un peu un éclairage sur la partie énergie, parce que c'est quand même aussi un des gros problèmes qui souvent on nous oppose en disant bah oui, mais on a besoin d'énergie. Alors il y en a même qui nous disent on en a besoin toujours de plus en plus. Bon, et d'ailleurs, je ne sais pas si je viens de le dire, mais les chiffres montrent que c'est pas vrai. C'est-à-dire que, en tous les cas, pas dans nos sociétés riches, il y a plutôt une baisse de la consommation d'énergie possible. Bon, voilà, donc il va nous donner un peu tout cet éclairage en 10 minutes, si tu peux. Bonjour. Alors, en fait, l'idée, c'est que je vous parle un peu de choses un peu plus techniques, et notamment pour éclairer le débat, quand même, auquel on est confronté, même, je pense, à l'intérieur de la gauche, voire gauche un peu plus radicale. Et par exemple, comme Martine avait cité, voilà, des personnes comme Christophe Rameau, qui soutiennent que la croissance verte est possible. Donc là, je vais parler un peu plus techniquement. Moi, je suis chercheur, physicien, et puis je peux rebondir un peu sur une phrase qu'a dit Vincent, qui a parlé des technocrates qui se demandent tout le temps combien ça coûte. Bon, bah voilà, c'est mon métier actuellement, c'est ça. Donc, mais c'est une composante de la problématique et des débats que aussi nous, comme France Insoumise, on peut être amené à devoir avoir dans l'espace public, face à d'autres mouvements, etc. Ou des gens comme Macron qui défendent la croissance verte. Donc je vais essayer d'apporter quelques éléments techniques et pour donner quelques idées et puis proposer des éléments au débat, un peu rapidement. Donc la première chose que je voulais poser, c'est que si on considère le problème le plus écologique, le plus grave auquel on est confronté actuellement, changement climatique, qui met en cause la survie de la vie sur Terre en général, nous incluant évidemment, parce qu'à 5-6 degrés, il resterait plus grand-chose. On a un problème d'émissions de gaz à effet de serre. Et la principale source de ça, c'est la consommation énergétique dans le monde. Et même la déforestation, qui représente 10%, c'est aussi une consommation énergétique, c'est une emprise sur la biosphère. Alors, on peut décomposer les émissions. Il y a une décomposition classique qui s'appelle l'équation de Kaya. On dit que le total des émissions, c'est la population, combien d'habitants il y a, multiplié par le PIB par habitant. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse quand on parle de croissance, enfin de croissance économique. Ensuite, on multiplie par l'énergie par unité de PIB.
ça on appelle ça l'intensité énergétique de la croissance. Et enfin, il faut savoir combien on multiplie par la quantité des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre par unité d'énergie. C'est-à-dire, si vous voulez, de savoir si l'énergie est plus ou moins carbonée ou verte. Et là, il y a plein de questions qui se posent et sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Je ne vais pas parler de population. Mais concernant, si vous voulez, je pense que le débat peut-être le plus fort qu'on a en ce moment, quand on parle de décroissance à l'intérieur des... Enfin, moi, je travaille pour l'OCDE en ce moment, donc dans une ambiance très technocratique, avec les multinationales et les gouvernements. Mais on a des débats entre militants, on a des débats avec des économistes, il y a les positions comme Christophe Ramon, etc. Il y a des gens qui pensent qu'on peut continuer à avoir une croissance en PIB, mais qu'on arrivera à décarboner, à enlever c'est la théorie du découplage, de penser qu'on peut croître d'un côté et en même temps avoir une économie qui consomme de moins en moins d'énergie et que l'énergie elle-même est de moins en moins polluante. Alors certes, on peut faire donc là, il y a toute la question, évidemment, des énergies renouvelables. C'est un peu l'enjeu majeur. C'est est-ce qu'on peut remplacer l'ensemble de notre système énergétique actuel, qui est à 83% basé sur des énergies fossiles dans le monde, avec des énergies renouvelables. Donc moi, on pourrait en parler longtemps. Je vais essayer de faire quand même un peu court pour laisser place au débat. Je vais essayer de démontrer pourquoi, en prenant ces éléments en considération, on a besoin d'envisager une nécessité de décroissance par rapport à cette urgence écologique. Ce qui a été présenté par Martine et Vincent comme quelque chose un peu, je dirais, de bon sens. Je pense aussi à Aurélien Barraud qui disait c'est une évidence qu'il faut décroître aujourd'hui. Je vais essayer de donner des éléments un peu plus quantitatif pour soutenir ça. Parce que finalement, on voit que comme je disais, c'est pas une question tranchée dans le débat public. Alors, les énergies fossiles, en fait, le charbon, le gaz et le pétrole, sont pas chères. Elles sont abondantes et pas chères. Ça, c'est une réalité. Elles sont... comment ? Il a interrompu. Non, elles sont pas. Je dis pas qu'elles sont pas chères à la pompe pour l'utilisateur. Elles sont pas chères à produire. Et je peux vous donner deux, trois chiffres. Oui. Aujourd'hui, dans le monde, le gaz se produit à 10 à 30 dollars par mégawatt-heure. Je vais utiliser que cette unité-là, comme ça, on va mettre tout le monde sur le même. Voilà. Le charbon, ça peut être entre 6 dollars par mégawattheure et 30. Sur votre facture, quand vous payez votre facture, vous payez l'électricité à entre 100 et 150 dollars, euros, par mégawattheure. Ok ? Le charbon, je viens de vous dire 6. Ok ? Le gaz, de 10 à 30. C'est pas cher. Le pétrole, 50 dollars. Le pétrole raffiné, voilà, ça peut être 50. Les énergies renouvelables peuvent-elles en fait faire entrer en compétition. Moi, c'est mon environnement de travail et je sais que les décideurs parlent de ça. Ils veulent savoir si c'est rentable. Est-ce qu'on peut remplacer tout ça par des énergies renouvelables ? Il est important quand même, j'essaye d'avoir un discours mesuré, il est important donc moi je suis totalement décroissant, d'accord ? Mais je pense que oui, on a peut-être quand même besoin, on peut aussi entendre qu'on a besoin d'une certaine quantité d'énergie et on a très rapidement, d'ici une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années maximum, besoin que toute cette énergie-là soit d'origine renouvelable. En gros, c'est ça le défi de la transition énergétique. Les coûts donc des énergies solaires et éoliennes, qui sont les principales ressources qu'on a besoin d'utiliser, sont en baisse très, très rapide depuis, disons dans les dernières décennies. Le solaire, ça a baissé de un facteur 4 en 8 ans, je crois. Ouais. Donc en ce moment, facteur 10 en plus de temps alors. Sur 10 ans, 10. Bon, on débattra. Je mets des gros chiffres. De toute façon,
on est dans un débat large ici, avec les composantes politiques, éthiques, enfin voilà. Je donne juste des gros chiffres. Solaire et éolien, grosso modo, en ce moment, en moyenne mondiale, c'est dans les 60-80 dollars par mégawatt-heure. Alors que les autres, les fossiles, on était entre 5 et 50. Vous voyez, on est encore beaucoup plus cher. Enfin, plus cher. Il y a des endroits où les renouvelables sont en train de devenir l'électricité la moins chère. Ça, c'est un peu c'est une excitation depuis quelques années. Oui, les coûts baissent très vite. C'est en train de devenir... Donc il y a un enthousiasme. Est-ce qu'on doit surfer sur cet enthousiasme ou est-ce qu'on doit rester... Enfin, il faut savoir comment on se positionne sur tout ça. Oui, les coûts baissent, mais il faut avoir en tête que ces énergies renouvelables, le solaire et le vent, c'est de l'électricité, ça dépend de la météo. Ok ? C'est pas là en hiver, le soleil, c'est pas là la nuit, le vent, et c'est très coûteux à transporter et à stocker. Donc on est embêté. Et on a besoin de décarboner l'ensemble de l'économie, et donc on a besoin de transformer. Moi je travaille précisément sur ça. Comment transformer ces énergies renouvelables en combustible, par exemple prendre de l'électricité et faire de l'hydrogène, fabriquer à partir d'électricité solaire et éolienne de l'hydrogène en électrolysant de l'eau, et là on aurait un gaz, l'hydrogène, qui peut être stocké dans un réservoir, qui peut être transformé en d'autres molécules plus commodes, des hydrocarbures de synthèse, du diesel de synthèse pour l'aviation par exemple. Alors, ça, quand on est décroissant, on n'aime pas l'aviation, mais si on imagine quel est notre scénario, quel est notre programme politique pour 2040, s'il reste même, ne serait-ce que 10% des vols qu'il peut y avoir aujourd'hui, il faut qu'ils soient décarbonés. Ils pourront pas être avec des batteries, et donc c'est trop lourd, c'est pas possible. Il faut que ce soit des liquides, de l'énergie dense sous forme chimique. Donc on doit produire ces choses-là, on y travaille. Il y a de l'enthousiasme aussi, mais on se rend compte que les coûts sont encore très élevés, ils vont baisser très vite. On est vraiment en plein dans ces estimations-là. Et disons, j'en viens à peu près à mon propos de conclusion, si vous voulez, c'est que finalement, on peut faire des scénarios de transition énergétique. La France Insoumise s'est basée sur le scénario Négawatt, qui dit, de manière un peu sans douleur, j'ai envie de dire, le scénario de Négawatt dit qu'on peut, en 2050, décarboner l'ensemble de l'économie en France, y compris l'industrie, tout ça, avec des énergies renouvelables. Oui, enfin, je crois que c'est important il faut qu'on aille très vite dans ces directions-là, mais et c'est là qu'on en vient à la décroissance, c'est qu'en fait, ce n'est pas rentable économiquement, actuellement. Donc on a besoin de faire un choix volontariste de perte d'efficacité économique. Vous voyez, on a besoin de dire, on va soit enlever des consommations, celles qui restent, on va les substituer par des choses qui sont aujourd'hui plus chères et qui vont le rester longtemps. Et en plus de ça, il y a quelque chose dont on parle peu, mais si on veut fermer tous les usages polluants, ça veut dire qu'on est aussi il y a un coût de sortie. On doit laisser tomber des investissements. Vous voyez, les centrales à charbon en Chine, il y en a plein, ça pollue énormément. Elles durent 40 ans. Donc c'est une centrale à 10 ans. Il y a une grosse pénalité économique, un sacrifice à la fermer en fait. Donc en fait aujourd'hui politiquement et du point de vue des scénarios et de la technocratie et tout ça, on a besoin d'assumer, c'est ma conviction en tout cas, et je pense qu'il y a de plus en plus de travaux de chercheurs et tout qui disent à peu près ça, qu'on a besoin de décroître les usages énergétiques parce que on peut pas, même d'un point de vue financier, ça coûterait trop cher de maintenir ce qu'on a. Et il y a d'autres types d'impacts. Est-ce que je suis en train de déborder un peu ? Oui. Bon. Il y a d'autres problèmes à transition énergétique dont Vincent a parlé aussi. Les questions, qui sont très très importantes, les questions, parce que justement les technocrates ont tendance à seulement parler de ce que j'ai fait, là, de dollars par mégawattheure, mais en fait, un système énergétique, ça a aussi une empreinte territoriale, et les énergies renouvelables ont une empreinte territoriale beaucoup plus grande que les énergies fossiles. Et il y a une empreinte matérielle. Et ça, c'est très, très important. Et on a des limitations sur les métaux
même pas forcément rares, mais le cuivre par exemple, je vous donne un chiffre que je connais bien puisque j'ai travaillé dans ce pays-là, au Chili, qui produit 30% du cuivre du monde. La quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour extraire une tonne de cuivre a doublé depuis l'an 2000 à peu près, en gros. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire qu'il en reste de moins en moins, on est obligé de creuser de plus en plus profond, etc. Donc on a des contraintes très fortes en réalité sur ça. Donc, pour conclure mon propos, je voulais donc dire qu'en fait, la croissance verte, à mon avis, ne résiste absolument pas à l'analyse, en réalité, l'analyse sérieuse. Tous les gens qui parlent de croissance verte, ça serait bien qu'on fasse plus des débats ouverts et transparents, et je pense que les arguments ne tiennent pas du tout la route quand on essaye de dimensionner les choses. Non, la croissance, en fait, n'a jamais été verte, elle a toujours été, comme Vincent expliquait, une destruction de la biodiversité, des ressources. Et on n'a pas le temps de faire le pari que ça puisse soudainement, par magie, avoir des bons technologiques qui sont de plus en plus rares, en fait. Les technologies progressent de plus en plus lentement en ce moment. Donc voilà, tout ça, c'est des arguments sur la nécessité de la décroissance. Et ce que je voulais, moi, disons, politiquement, suggérer, c'est que nous, comme mouvement France Insoumise, on devrait peut-être essayer de construire une pensée très concrète sur tout ça, essayer de penser aux obstacles aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a un espèce de tabou aussi sur la décroissance? En gros, il faudrait qu'on puisse avoir un programme politique qui organise une récession. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ce que dit Jean-Marc Jancovici, qui n'est même pas un gauchiste, voilà. Pas trop, enfin, je crois pas. Ouais, on donnera la... Ouais. Donc on a ça, et moi je crois qu'il y a des obstacles géopolitiques qu'on doit envisager aussi. Des problèmes de concurrence, des problèmes de... Voilà, il y a beaucoup de choses et que c'est dur, mais il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, je repasse à vous. Merci, Julien. Alors, je vous donne la parole dans une seconde. Je vais souligner, Vincent est ingénieur, Julien est physicien. Donc c'est pour vous montrer qu'on nie pas l'utilité de la science. Hein. C'est au contraire. Bon, et la démonstration de Julien, c'est que justement, les recherches, on en a besoin, mais que c'est pas n'importe quelle recherche, c'est pas n'importe quelle science, et c'est ça qui est important. C'est pas des recherches au profit de la croissance verte, c'est des recherches au contraire au profit de l'organisation de la décroissance écologique et sociale. Quoi. C'est ça qui est important. Alors, donc, je sais pas quel est ton prénom. Jean-Luc va passer dans les rangs. Donc le débat est bien donc, sur la question de la décroissance. Donc on a fait le focus pour montrer sur l'énergie que c'est possible aussi, y compris que donc nous ne sommes pas anti-scientifiques, au contraire, nous utilisons la science par rapport à nos objectifs. Donc c'est bien autour de ça globalement le débat. Je souligne juste, c'est la première fois qu'à la France Insoumise on a un débat sur la décroissance, donc je pense que c'est important. Tu commences et puis après tu... Je vais juste... On prend une dizaine de prises de parole d'abord, on revient, on repart et ainsi de suite, d'accord? Juste une remarque sur l'exposé de notre chercheur. Tu n'as pas mis dans les chiffres quel est le coût de la non-consommation, on va dire 0. Car si on ne consomme pas d'énergie, ben, ça coûte 0 en termes de coût. Première chose, et tu n'as pas mis dans la liste des énergies, tu n'as pas mis l'énergie nucléaire. Et effectivement, il n'y a pas que la consommation en CO2, mais il y a aussi les déchets. Hein, voilà. C'est juste une remarque que je voulais faire là-dessus. Donc je voulais avoir les réponses. Derrière la copie. Je vais y aller parce que c'est pas certain. Bonjour, déjà merci d'avoir proposé ce sujet. Alors moi je suis complètement dans le cas dont tu parlais, je suis une jeune surdiplômée d'après Pôle emploi, en master de chimie médicinale, donc une chimiste. Et je souhaitais me spécialiser dans la santé, et donc on m'a dit va faire une école de commerce, tu vas voir, tu auras un super salaire à la fin.
Et au fait, ça a été le cauchemar de ma vie. C'est ça qui m'a foutu en politique directement. Au bout de 2 cours de finance, j'ai pété un plomb. Et aujourd'hui, après 2 ans de stand-by et un volontariat en Équateur, il faut savoir que tous les pays du Sud et les pays en sous-développement, si je peux me permettre de dire ça, nous regardent. Enfin, on est un exemple pour eux. Malheureusement, les colons ont fait passer ce message que les Occidentaux ont toujours raison et vont vers un type de développement qui est le modèle à prendre. Et aujourd'hui, on doit se bouger les fesses, et grave, pour pouvoir aller vers l'agroalimentation, permaculture, reprendre les systèmes de santé naturels, notamment avec les plantes. Enfin, c'est quelque chose qui est pourtant assez simple à faire, qui ne coûte pas beaucoup d'énergie. Je veux dire, les plantes, c'est le soleil et la température ambiante. Les plantes qu'on se nourrit, enfin le végétal, c'est quand même quelque chose qui se fait encore très bien et on le voit avec la ferme Bec et Loin, il y a des résultats extraordinaires. Ça peut aider pour plein d'emplois. Je veux dire, il y a 10 millions de chômeurs, il y a de l'attente au niveau des jeunes aujourd'hui qui veulent reprendre des exploitations, qui veulent développer voilà. Là, je viens d'être à une journée paysanne de l'ADR 31. On était 28 pour les plantes médicinales. Il y a un besoin. Et donc, on est aux infinités de la France insoumise, donc un peu politique. Parlons municipal. S'il vous plaît, faites avancer les points de soutenir les associations qui vont dans ce sens-là. Il y a un besoin, les jeunes en ont marre, ils ne veulent pas travailler pour Sanofi, ils ne veulent pas travailler pour la propriété intellectuelle, ils ne veulent pas travailler pour Saint-Gentin, etc. On veut un retour à la terre. Et s'il vous plaît, donnez-nous les moyens. Voilà. Bonjour, donc juste une petite remarque et une question. La remarque, c'est que si on parle de décroissance, c'est qu'on a longtemps parlé de croissance. Et la croissance, d'où elle vient? Elle vient effectivement de la nécessité pour le système capitaliste d'accumuler du capital qui peut aller jusqu'à la suraccumulation du capital et qui nécessite à un moment donné de pressurer les populations, de chercher de nouveaux marchés, notamment dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique, tout ça. Et donc la colonisation est le produit de ce système-là. Et que donc, tant qu'on aura un système capitaliste, on aura obligatoirement croissance. Sinon, le système ne peut pas. Et d'ailleurs, la question, c'est où on va trouver pour développer notre système maintenant, parce qu'on a à peu près pillé tout le monde. Voilà. Donc, alors, ma question, mais c'est juste une interrogation, mais qui dure depuis longtemps, y compris à la France insoumise, mais elle s'adresse à vous, là, c'est comment se fait-il que vous tourniez autant et que beaucoup de gens tournent autour du pot lorsque tu avais introduit de parler des systèmes capitalistes? Et là, j'entends de plus en plus beaucoup de gens ici qui tournent autour du pot et qui ne prononcent pas le truc. Or, moi, ça me paraît central. Et j'essaie de comprendre, parce que, je veux dire, tout le monde est intelligent, j'en suis persuadé. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne disent pas que c'est le système capitaliste. Donc, il doit y avoir une raison que je ne comprends pas. Si vous pouviez me éclaircir, ce serait bien. Bonjour, merci pour votre exposé qui était formidable. C'est super intéressant, on est entre gauchistes, on est à la France insoumise, il faut faire des transformations culturelles. Je vous adore. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas sur BFM TV, sur TF1 ou je sais pas quoi? Puisqu'il faut faire une révolution culturelle. Je dis ça, je regarde pas la télé, hein, mais du coup, c'est vrai qu'il y a un moment donné où s'il faut diffuser le message, mais bordel, pourquoi ils invitent toujours les mêmes connards sur les chaînes? Et vous êtes là quoi, pour expliquer quelque chose de logique. Il y a un moment donné, voilà. Et donc, du coup, deuxième question, accessoirement, que je pose à toute la salle, quand est-ce qu'on fait un siège de BFM TV? Merci. Bonjour. Moi, je vais répondre à votre question, monsieur. Enfin, je ne connais pas votre prénom ni votre nom, c'est un peu fort. Mais moi, je pense que si on ne prononce pas en fait le mot capitaliste, c'est parce que soit on le défend, ou alors c'est qu'on ne veut pas admettre que c'est réellement le problème.
Parce que faut pas oublier que la décroissance, elle s'attaque pas fondamentalement au capitalisme en fait. Parce que la décroissance, elle va pas forcément abolir la concurrence. Elle va pas abolir la propriété privée des moyens de production qui sont la base et les fondements du capitalisme. Ou alors, il faut le dire. Et dans ce cas-là, en fait, c'est plus de la décroissance, mais il faudrait parler de socialisme. Le socialisme au sens que Marx, il l'entendait, Marx et Engels. Et moi, ma question, puisqu'on parle de planification de la production, c'est qui va planifier la production dans la décroissance, dans ce que vous avez présenté. Parce que, à part une bureaucratie qui serait autoritaire, je ne vois pas qui pourrait le faire sur les bases du capitalisme. Puisqu'il n'est pas question, sous la décroissance, d'aller à l'encontre des bases du capitalisme, de renverser le pouvoir dans les entreprises, de prendre des moyens de production et que ce soit en finir avec la propriété privée. Ou alors, il faut le dire dans ce cas-là. Vous avez parlé de la perspective de la barbarie, en fait. C'est si on ne change pas nos moyens de production, notre manière de produire et aussi ce que l'on produit, on va aller vers la barbarie. Et il y a Marx et puis ensuite Rosa Luxembourg qui avait une phrase que je trouve assez intéressante. C'était socialisme ou barbarie. Ben, actuellement, on est dans cette question-là, on en est là. Soit on va vers la barbarie, soit on va vers le socialisme, la planification de l'économie, la liberté de chacun de travailler là où il a envie, d'avoir une existence qui soit humaine et une coopération internationale. Voilà. Non. Oui, on peut. Une dame Excusez-moi. Je respecte le quota. Juste dans la continuité de ce qu'il vient de dire, je pourrais dire que par rapport à la production, effectivement, le summum, c'est la production des armes, y compris des armes nucléaires, et comment le capitalisme a besoin de construire des armes pour faire fonctionner son système capitaliste et en vue de destruction des peuples, en fait. Et ça, c'est le summum de... Voilà, c'est vraiment socialisme ou barbarie, effectivement. On va vers le fond de la salle. Oui. On va vers le fond de la salle pour que tu... Oui, désolé. Répartisse un peu. Fond de la salle. Je vous vois pour la première fois. Moi, je suis un petit peu déçu. Désolé. C'est pas vraiment une erreur. Je me dis que, alors effectivement, tout ce qui a été dit, je pense, c'est très juste. Effectivement, c'est un problème global, mais ça fait longtemps que j'écoute que c'est un problème global, et ça fait longtemps qu'on écoute qu'il faut essayer de trouver des solutions. Il faudrait chercher à... Il y a un moment, enfin, si la situation est si urgente que ça, par où on commence, comment on fait alors, j'ai plus les prénoms, monsieur avec les escargots. Oui, effectivement, il y a tout. Effectivement, il faudrait tout changer, faire la révolution et vivre dans le bonheur. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui va dans cette direction-là. À part des îlots de résistance qui sont louables, qui sont très bien, qui sont des expérimentations qui vont nous permettre de construire, mais politiquement, on est dans un mouvement politique, quels sont les biais qu'on trace, par où on va, par où on passe. Et c'est peut-être pour ça, je reviens sur tout à l'heure, Kevin disait oui, on ne parle pas assez de capitalisme. Et du coup, de la responsabilité du capitalisme, mais c'est qu'on a aussi du mal à définir qu'est-ce qu'il y a après, et du coup, si on ne sait pas vers où on va, comment on y va, etc. Moi, je m'attendais, enfin, voilà, je pense que vous ne l'ignorez pas, il va bientôt y avoir des élections municipales, donc d'un coup, je retends terre à terre, plus, mais dans le rapport du GIEC, ça a marqué, je crois bien, que 50 à 70% de la transition devra se concrétiser à un niveau local. Moi, c'est plus à ce niveau-là, au niveau à l'échelon municipal, s'il faut changer des choses à l'échelle de 10 ou 12 ans, c'est peut-être là qu'on peut agir directement, sans directement avoir à dézinguer le patron d'Amazon, le patron de Total et tout ça. Mais du coup, localement, comment on fait atterrir nos villes, comment on fait en sorte qu'elles soient encore vivables d'ici 30 ans. Ça peut se passer là, c'est du coup prendre le pouvoir dans quelques mois à l'échelle de ville et les amener à transitionner. Et là, j'ai pas la réponse. Donc, c'est ma question. Au moins une, peut-être deux, ça va dépendre si les personnes parlent. Moi, j'ai un problème en fait en ce moment.
Dans le cadre de cette décroissance, évidemment, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui abordent un sujet qui me crispe beaucoup, que vous avez frôlé une ou deux fois, mais que vous n'avez pas eu le temps d'aborder. Et moi, je voulais avoir des réponses à ce sujet. C'est la régulation de la population. Alors, l'équation dont vous avez parlé tout à l'heure, la population est à la base de l'équation. Moi, je me crispe en fait quand il y a des gens autour de moi, y compris des gens de la France Insoumise, qui viennent me dire qu'il faut réguler la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher les gens d'avoir des enfants? Moi, ça me crispe. Je voulais savoir quelle était la stratégie qu'on pouvait avoir au niveau de cette régulation de la population, sans attenter aux libertés individuelles de chacun. Voilà. Encore une. Non, on va arrêter là, désolé. C'est toujours le problème. Désolé. Si on a du temps, on redonnera. Si on prend des débats, c'est toujours. Alors, qui commence? Vas-y, Vincent. Je vais commencer par la question démographique, parce que c'est un sujet qui revient toujours dans les débats, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et il faut l'aborder pour y apporter des réponses qui ont du sens. Alors la première chose, c'est de regarder les faits. On devrait avoir un pic de population, je crois qu'il y a un consensus assez large aujourd'hui chez les démographes, autour de 10-11 milliards de personnes en 2050. Or, il y a des études qui ont été faites depuis plusieurs années, je pense notamment aux travaux d'Olivier de Schutter quand il était le rapporteur pour la faim aux Nations Unies, sur comment nourrir le monde avec l'agroécologie et une agriculture de proximité, soutenable, humaine, etc. Et avec l'agroécologie, on est capable de nourrir sans aucun problème cette population-là. Donc la question de ce qu'on appelle la bombe démographique, etc., c'est avant tout une question politique, d'aménagement du territoire, de partage, d'accès aux terres, d'imaginaire d'un point de vue agricole, aussi autour de qu'est-ce que l'on consomme. J'évoquais la consommation de viande, c'est lié où ça, c'est lié derrière ça, etc. Parce que la planète n'est pas capable d'assumer le mode de vie des États-Uniens. Par contre, l'empreinte écologique d'un Burkinabé aujourd'hui est autour de 0,1 planète, donc le Burkinabé n'est pas problématique en termes de population. Donc c'est le premier point. Deuxième point, oui, on peut mettre en place des politiques par rapport à ça, mais l'histoire nous a appris que ce type de politiques sont à la fois extrêmement barbares et inefficaces. L'histoire de l'enfant unique, contrôle des naissances et ainsi de suite. Mais là aussi, il suffit de regarder les faits. On se rend compte qu'il n'y a qu'une seule région du monde dans laquelle cette question démographique va être tendue, c'est l'Afrique subsaharienne. Le reste des régions du monde, par choix, trouve un équilibre et le nombre d'enfants par famille a tendance à diminuer ou stagner, c'est le cas en Europe. Donc par exemple, le problème de l'Europe va être plus le vieillissement de l'Europe que la surpopulation. Donc toutes ces campagnes dénatalistes, etc., sont à la fois inutiles, inefficaces et qui plus est seraient barbares. Par contre, et là on est totalement cohérent, on se rend compte que les gens ont un comportement responsable par rapport au nombre d'enfants et ainsi de suite. Et quand je dis responsable, c'est-à-dire qu'on choisit de manière raisonnée le nombre d'enfants qu'on va avoir. Si on a envie d'en avoir 10, très bien, on s'auto-organise pour le faire. Si on n'a pas envie d'en avoir, très bien. Et je crois que c'est pas aux politiques, c'est pas aux institutions politiques de décider le nombre d'enfants ou les modes de vie que l'on va avoir. De ce point de vue-là, je suis très laïque, je fais vraiment la séparation entre les choses et ainsi de suite. Par contre, on se rend compte que les gens sont dans des postures responsables lorsqu'ils sont émancipés. C'est la question de l'éducation des femmes et des hommes, et pas que, parce que la question de la natalité n'est pas qu'un problème de femmes, c'est un problème d'hommes et de femmes. C'est la question d'avoir des minima sociaux. Donc quand je parlais tout à l'heure des débats autour des gratuités, du revenu de base, nous ce qu'on appelle, en faisant le lien avec aussi les monnaies locales, la dotation inconditionnelle d'autonomie, on se rend compte que si on donne l'accès à la santé, à l'éducation, à des modes de vie qui ont du sens et ainsi de suite, par choix, ce problème devient totalement secondaire. Parce que les gens se l'approprient et ce n'est plus un problème. J'aimerais, sur la question, sur le fait, qu'est-ce qu'on fait, etc., je crois qu'il y a les municipales qui arrivent, et moi là-dessus je me retrouve pas mal avec la stratégie de la France Insoumise autour de ce qu'on appelle le municipalisme. Il y a des collectifs qui se mettent en place un peu partout en France autour de ça, je crois. On n'est pas loin de l'Espagne, de ce qui s'est passé lors des dernières municipales en Espagne autour de listes citoyennes.
Je crois que aussi les Gilets jaunes nous ont alertés sur une envie de beaucoup plus de démocratie directe, de beaucoup plus d'horizontalité et ainsi de suite. Malheureusement, après le mouvement des Gilets jaunes, c'était les européennes, et je crois que c'est très compliqué d'avoir des dynamiques citoyennes participatives dans le cadre de telles élections très technocratiques de par les institutions et les territoires que ça représente. Par contre, sur les municipales, je crois qu'on a un levier extrêmement intéressant pour créer des dynamiques citoyennes au-delà des chapelles, au-delà des partis politiques, au-delà des combats d'ego et ainsi de suite, et en expérimentant. Alors moi, j'ai eu la chance d'être impliqué et d'avoir suivi de près ce qui s'était passé en Espagne. C'est pas facile tous les jours, parce qu'on n'a pas été éduqué, on n'a pas les institutions, on a aussi des modes de vie où on n'a pas le temps pour participer à ce genre de choses. Donc il faut expérimenter, il faut, ce que je dis tout le temps, avancer en marchant. Ça n'a aucune référence avec M. Macron, mais sur le rythme de vie, puis avancer aussi avec des formes de patience et d'humilité, parce que c'est souvent là qu'on va le plus vite. C'est là qu'on a des surprises et qu'on va très vite. Et moi je vous invite toutes et tous au municipal, là où vous êtes, à créer ou à aller rejoindre des dynamiques citoyennes et à travailler à la création d'espaces inclusifs où les gens peuvent se les approprier. Et là aussi c'est très difficile, surtout quand on arrive avec une culture politique dans une société, notamment près des jeunes, où il y a cette culture politique est peu présente. Donc il faut être très prudent, très patient et savoir se retirer aussi à temps pour laisser l'espace à d'autres personnes. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était la remarque sur l'Équateur et les pays du Sud. Mais je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Il n'y a pas le Sud qui rêve de faire comme le Nord, il n'y a pas la Chine qui rêve que d'une seule chose, c'est de polluer plus que Trump et les États-Unis. C'est beaucoup plus complexe. J'ai vécu notamment il y a 2-3 ans dans les Andes, où on était sur un projet autour de la permaculture et la vente directe au niveau agricole pour justement que les producteurs locaux puissent se libérer de l'emprise dans laquelle ils étaient tombés par rapport à l'agro-business. Et puis j'ai porté pas mal de projets là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses contradictoires là-bas aussi, comme en Chine. Souvent on dit ouais, vous êtes bien gentil avec votre décroissance, mais les Chinois, c'est eux qui polluent le plus et ils vont continuer. Alors d'une part, les Chinois polluent beaucoup parce qu'ils sont devenus l'usine du monde, donc il y a 90% des marchandises consommées en Europe qui ont voyagé sur des porte-conteneurs, donc ça nous alerte quand même sur la réalité des choses. Et puis vu que c'est devenu l'usine du monde, les Chinois ils se réveillent aussi, ils ne sont pas plus cons que nous, parce que c'est les premiers à subir les méfaits à travers la pollution d'être devenus la première usine du monde. Et on parle de milliers de soulèvements populaires chaque année un peu partout en Chine contre la pollution atmosphérique et ainsi de suite. Ce qui pousse un certain nombre de débats au sein des cadres du Parti communiste chinois, ou du Parti central, je ne sais pas comment on l'appelle, sur cet industrialisme totalement délirant dans lequel ils sont rentrés. Et reviennent des discussions sur un retour à leurs valeurs traditionnelles, notamment autour de les valeurs rurales et agricoles. Et par exemple, le collègue avec lequel on bosse en Hongrie, avec notre ferme bio, en permaculture et ainsi de suite, a été invité à Shanghai pour mener des ateliers de recherche et participatifs autour de l'agriculture biologique. Et de la même manière, quand ils ont compris les enjeux énergétiques, les Chinois, en un an, ils sont devenus premiers producteurs d'énergie renouvelable. Et on se rend compte que dans toutes les sociétés, on va avoir le même type de tension. Et ce qui est intéressant, et je conclurai peut-être là-dessus, ou je reprendrai peut-être le micro après pour revenir sur la question du capitalisme, mais ce qui est intéressant, quand j'ai la chance de débattre, d'animer ce type de débat dans énormément de milieux culturels, politiques, et aussi dans différentes régions du monde, ou des personnes qui viennent de différentes régions du monde, mais à chaque fois, on va regarder l'autre comme étant mieux avancé ou étant le problème, des deux côtés. Mais à chaque fois, on va retrouver les mêmes questions. C'est-à-dire que lorsque j'étais dans les Andes et qu'on débattait de décroissance, les gens ils disaient ouais, on est entièrement d'accord, mais le gros problème, c'est les multinationales qui viennent nous piller nos terres et qui viennent nous imposer l'extractivisme pour pouvoir produire, notamment les énergies renouvelables, comme le présentait Julien, pour pouvoir produire tout ce que vous consommez, vous, au Nord. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a organisé la première conférence internationale de la décroissance sur le thème dialogue Nord-Sud à Mexico City. Et c'était extrêmement intéressant de débattre ça, notamment avec des peuples indigènes des Andes, sur la question d'extractivisme, sur la question aussi plus spirituelle de la Pachamama, du rapport à la nature, un autre rapport à l'autre aussi, en rupture avec la vision occidentale qui est extrêmement basée sur la domination de quelques-uns sur tous et de tous sur la planète. Donc comment rompre
avec ces logiques-là. Et puis aussi la nécessité d'avoir des espaces de dialogue, parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous embarqués sur le même bateau. Le monde a été mondialisé, on leur doit beaucoup en termes d'assistance technique, de travail, en termes de ressources qui nous amènent pour pouvoir faire tourner notre machine économique. Et si on ne décroît pas notre empreinte écologique au Nord, ils n'auront aucune chance de se réapproprier leur autodétermination et de choisir d'autres modes de vie à l'extérieur du développement. Et pour conclure, là-dessus, il y a c'est Serge Latouche qui rapportait cette anecdote d'Afrique, du Cameroun, où il y a une langue qui s'appelle l'Eton, je crois que c'est au sud du Cameroun, et ils avaient essayé de traduire le mot développement en Eton, et ils n'arrivaient pas à trouver d'équivalent, ça faisait pas sens pour eux, et ils ont appelé ça le rêve du blanc. Et ça nous alerte que le modèle occidentaliste, le capitalocène, n'est pas universel. C'est une construction politique, impérialiste, culturelle, mais les civilisations, les sociétés sont beaucoup plus complexes et diverses qu'on ne le pense. On est dans les temps. Alors, moi je voulais réagir à quelques questions. D'abord sur la question de natalité. Moi j'ai plutôt, enfin chacun peut avoir son avis. Moi j'ai quand même tendance à trouver que il est peut-être trop facile d'avoir une réaction de dire mais c'est inhumain de vouloir contrôler ça. Pour moi personnellement c'est quand même il y a une part de vrai problème là-dedans. Pourquoi ? Parce que de toute manière, à long terme, c'est pas soutenable d'avoir une population qui croît. Donc un jour ou l'autre, comme tout le reste, il faut bien que ça se stabilise si on veut une harmonie avec notre écosystème. Qui plus est, sur une planète qui est actuellement déjà en train de très rapidement perdre sa capacité de charge en termes écologiques. C'est-à-dire que les rendements agricoles baissent, voilà. Donc pour moi, il y a un vrai problème de fond. Et comment dire, quand on dit, je voulais juste donner quelques éléments. Alors quand on dit que les pauvres sur la planète consomment très peu, en gaz à effet de serre, oui. Enfin, ils émettent très très peu de gaz à effet de serre, par exemple en Afrique, dans les zones pauvres. Mais l'empreinte, par exemple, si vous voulez, un être humain qui soit riche ou pauvre, un être humain riche peut consommer 1000 fois plus de pétrole qu'un pauvre, mais en termes de calories, en termes d'empreinte sur la biosphère, de combien d'aliments vous avez besoin par jour, on n'est pas très très éloigné. Okay ? La grosse... Et donc ça donne une empreinte au sol. Parce que pour nourrir un être humain, il faut cultiver quelque chose, il faut déforester quelque chose, pêcher, etc. Donc ça, c'est quand même un élément qu'on ne prend pas en compte. En Afrique, donc l'ONU prédit que la population passe, je ne sais plus, de 600 millions actuels ou 800 à 3 milliards en 2000. Moi, personnellement, je trouve ça... J'arrive pas à imaginer ça, vu les scénarios climatiques. Je pense pas que ça puisse se passer dans la paix et la bonne humeur. Alors, j'y connais rien aux politiques de dénatalité, mais il me semble qu'il serait pertinent de voir comment limiter, etc. Mais c'est des problèmes très complexes auxquels je ne connais pas grand-chose. Et sinon, je voulais aussi dire... Posons-nous la question, il peut être bien de se poser la question, qui a vraiment intérêt à maintenir la croissance démographique ? Il y en a deux qui me viennent à l'esprit tout de suite, des exemples. Je pense à Bolloré, d'accord ? Parce que croissance... L'Afrique, c'est la nouvelle Chine, ok ? Donc c'est là où il y a tout le gros business à faire dans les prochaines décennies. Hein, donc peut-être pensons à ça. Et la finance, évidemment, pour qui n'importe quelle croissance est toujours intéressante. Ensuite, il y a eu la question, je voulais réagir à la question du capitalisme un peu. Est-ce que tout ça remet en cause le capitalisme ? Certainement. Enfin, en tout cas, je pense que l'urgence écologique, et quand on mêle et quand on essaye d'analyser ça, avec les chiffres et tout, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé d'aller contre la rentabilité. C'est-à-dire que si les gens n'agissent pas aujourd'hui, si nos gouvernements n'agissent pas pour l'urgence écologique, c'est parce que ce n'est pas rentable. Et eux, ils font des choix,
ça, moi je les fréquente, c'est au travail. Les multinationales font des choix, ils essaient de voir si tel truc est plus ou moins coûteux qu'un autre, rentable, les marges, etc. Donc, il est impératif de pouvoir casser cette logique-là. Comment le faire? Peut-être que, comme quelqu'un a posé la question de qui doit planifier, peut-être une partie de la réponse est là, parce qu'aujourd'hui, les choix qui déterminent notre système, le système dans lequel on vit, le gros système, pas nous, quelques gauchistes, mais le système énergétique global, c'est les multinationales qui font les choix, qui décident des investissements, qui planifient tout. Donc peut-être qu'on a certainement besoin que la puissance publique vienne reprendre une grosse partie du pouvoir là-dedans. Et ça, c'est un problème de la France insoumise. Et c'était mon dernier point. Voilà. Je m'excuse de presser, mais parce qu'après, il faut qu'on arrête. Juste sur 2 points, moi, rapidement. Sur la planification écologique, c'est pas pour faire de l'autopromotion, mais j'ai défendu à l'Assemblée nationale en décembre 2009 un texte de loi sur la planification écologique. Donc je propose que, comme on n'a pas le temps de développer maintenant, de renvoyer sur ce texte de loi qui avait été construit de manière très... Enfin, il y avait beaucoup de travail autour, il a été affiné d'ailleurs après au sein de la France insoumise. Mais évidemment que la décroissance s'attaque au capitalisme, puisque le principe du capitalisme, c'est la croissance. Donc à partir du moment où on met en cause la croissance, bien évidemment, on s'attaque au capitalisme. Donc voilà, donc ça c'est, je n'ai pas le temps de développer plus longuement là-dessus, mais je vous dis donc, vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale le texte, hein, vous tapez proposition de loi planification écologique, Billard, c'est mon nom, et vous trouverez le texte. Sur les médias, hélas, ce n'est pas nous qui choisissons quand on va dans les médias et qui va dans les médias. Ça c'est un vrai problème, donc c'est pour ça qu'il y a toute la question des médias alternatifs. Bon, et une réalité, c'est vrai que jusqu'ici, le débat sur la décroissance n'avait jamais eu lieu publiquement au sein de la France insoumise. Ça, c'est vrai. Donc c'est une première, et j'espère que ce n'est qu'une première, c'est-à-dire que le débat va continuer. Hein, voilà. Dernier point, alors juste une toute petite, sur développement, sous-développement, pays en dehors, tout ça. Il y a un économiste qui est décédé l'an dernier, qui a beaucoup travaillé sur ces notions, qui est un économiste égyptien, qui s'appelle Samir Amin. Vous avez peut-être entendu parler son nom. Lisez ses bouquins. Moi, je sais que je suis économiste de formation, même si j'en ai jamais rien fait, parce que pour la même raison d'ailleurs que vous avec les écoles de commerce, même si je me suis contenté de la fac. Mais c'est en lisant Samir Amin que j'ai remis en cause justement l'utilisation des mots pays en développement, sous-développement, pays développé, et ainsi de suite, parce qu'il explique bien justement que c'est un concept totalement venant des pays du Nord, quoi. Dernier point, je fais aussi là de l'autopromotion par rapport aux choses concrètes. Bon, j'ai vérifié dans le programme, c'est vrai qu'il n'y a pas municipal et écologie. Bon, voilà, on a monté tous ces programmes un peu à la course après les européennes, et du coup, on n'a peut-être pas eu à la fin une vue globale. En tous les cas, il y a un atelier cet après-midi qui s'appelle « De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'écologie populaire ?» L'idée, c'est justement de discuter sur comment concrètement on fait l'écologie populaire dans les quartiers populaires ou en zone rurale populaire. Avec, il y aura donc Rani Slimane qui est du quartier de la Paillade de Montpellier, donc voilà, c'est intéressant, et les camarades de Insoumis des Champs du 35, donc qui viendront donc justement discuter sur ce sujet avec l'aide de Manon Devin qui est la collaboratrice au groupe sur les questions d'environnement. Donc ce sera une des premières étapes. Vincent, tu as un dernier mot? En 1 minute. Là, sur les médias, j'aimerais revenir. Le format est tel qu'il est très difficile d'avoir le temps pour vraiment débattre en profondeur. Et moi, ces dernières années, j'ai fait plutôt le choix, notamment quand je débat avec, entre guillemets, des ennemis politiques ou idéologiques, de créer des espaces de débat qui font que ce soit des débats constructifs et pas que des débats de posture. Et à la télé, c'est comme le Twitter, c'est que de la posture, c'est que de la polémique pour la polémique. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment besoin de s'arrêter, de ralentir. On a besoin aussi de bienveillance. Quand je pense par exemple à la transition agricole nécessaire aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de dire que tous les agriculteurs sont des salauds. Le problème, c'est que si je vais sur BFM TV et que je parle de ça, c'est le message qui risque d'être entendu. Et on a besoin de créer des espaces de débat contradictoires où on s'arrête, on a le temps, on crée de la bienveillance, on crée de la confiance, on crée du dialogue, et non pas du jugement, mais pour avancer ensemble. Merci. Alors, un élément, c'est que ça a été enregistré, donc je suppose qu'après sera mis sur le site de la France Insoumise, donc vous pourrez utiliser
hein, le débat, la présentation, enfin, l'intervention de Vincent de départ et tout, utilisez-la localement pour réorganiser des débats. Je crois que c'est la meilleure manière de continuer le travail. Oui, bonjour. Françoise Bergeon, collectif Norval Tolosa. Nous avons lutté depuis 15 ans contre un centre commercial. On est en plein dans le sujet. Justement, moi, ce qui m'a effectivement mis dans le combat, c'est par rapport à la décroissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a gagné dernièrement au Conseil d'État parce qu'on a réussi à détruire l'idée de l'intérêt public majeur d'un centre commercial. Ça n'était pas qu'un centre commercial, c'était un centre de loisirs, de commerce et de culture. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais être très court, nous avons gagné en local, mais nous sommes quand même sur le qui-vive. Il faut savoir qu'il y a actuellement sur les stands Europa City qui lutte contre un grand centre sur Gonesse, donc à Paris, et qui vont faire une marche en octobre. Alors, excusez-moi, j'ai pas la date exacte, mais je vous invite 5 et 6 octobre, voilà, il y en a qui sont au courant, et ils ont vraiment besoin de monde, parce que nous, on était relativement nombreux pour un petit centre, on a réussi à construire quelque chose d'intéressant, mais eux, ils sont au début, ils sont au tout début, il faut vraiment que vous les rejoigniez, donc 5 et 6 octobre à Paris, et il y a un stand pour avoir tous les renseignements au village militant. Merci à vous.